c'est un conseil que je donne dedans, c'est apprenez à vous en servir pour ne pas être dépassé techniquement. C'est ce que tu disais toi dans ton podcast sur le journalisme, enfin sur l'IA et le journalisme, et là je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais par contre, soyez très prudent sur la façon dont vous vous en servez pour répondre à des commandes. Parce qu'il y a trop d'impact de droit d'auteur, essentiellement de droit à l'image, un petit peu d'éthique publicitaire et tout ça, qui pour moi sont pas encore assez bien bordés. Et oui, c'est un outil formidable, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs parce que c'est un droit qui est en construction. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Joëlle Verbrugge, avocate et photographe, membre du collectif DR. Dans cet épisode, elle nous parlera de son tout nouveau livre sur l'intelligence artificielle, un bel ouvrage de plus de 600 pages pour vous aider à comprendre le fonctionnement de cette nouvelle technologie, ainsi que les dérives potentielles dans notre métier de photographe. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Joëlle et vous souhaite une bonne écoute. Salut Joëlle. Salut Fred, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, Fred. Alors c'est la deuxième fois que tu passes dans le podcast. On s'était déjà vu une première fois il y a quelques temps déjà dans le podcast, ça commence à remonter il y a quelques années, pour parler de ton parcours et du droit pour les photographes. On avait parlé de droit d'auteur, droit à l'image. Aujourd'hui on se revoit on se revoit pour ce podcast pour parler de ton dernier livre qui s'appelle IA et images guide juridique. Et donc tu as mis en sous-titre Révolution ou destruction, opportunité ou danger. Tout un programme. Et le bouquin est sacrément étoffé. On sent que t'as quand même passé encore beaucoup de temps dessus. Oui, beaucoup. Et donc, avant même de commencer, on renvoie les gens vers la description où j'ai mis les liens pour se le procurer parce qu'on peut le retrouver un peu partout. Tu proposes en version numérique aussi? Non. Non, pas encore? Non. Pas encore, pas du tout, parce que j'ai eu trop de piratage sur mes précédents et ça représente un volume de fou et je veux vivre de mon métier, donc... Ça marche, c'est intéressant. Mais du coup, on pourra en parler. Et déjà avant ça, je vais te faire l'affront de te redemander de te représenter rapidement, et pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pas de problème. Donc moi, je suis à la fois avocate depuis 33 ans et photographe, auteur, officiellement depuis 2009. Donc j'ai créé entre mes deux activités un blog qui s'appelle Droit et Photographie. J'ai commencé à écrire des articles en 2010. Pour la revue Compétences Photo, ce que je continue toujours. Et ensuite, j'ai commencé à écrire des bouquins, et là, je dois pas être loin de 30 bouquins, je crois. À partir de 2023, ils sont tous auto-édités, sauf les mises à jour des deux qui existent là chez Compétences Photo. Et donc là, c'est le cinquième auto-édité que je publie, donc, mais qui est plus gros que les autres, plus gros, plus grand et plus étoffé. Qui va en plus être amené sûrement à avoir de nombreuses éditions de C'est rééditions. exactement ça, c'est que je disais il y a un instant en off que je suis en train déjà de collecter la matière qui va me servir pour l'édition 2, mais je voulais dans celui-là, on va en parler, vraiment brosser une sorte de trame générale de réflexion en articulant la matière pour avoir déjà une base à laquelle je peux me raccrocher chaque fois qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Ça marche. Déjà, pourquoi t'as choisi ce sujet ? Qu'est-ce qui t'a fait partir sur l'intelligence artificielle, sur le spectre droit juridique ? Parce que ça pose énormément de questions et parce qu'on peut pas avoir une discussion sur Internet avec quelqu'un qui sort une belle image qu'il a créée en mettant son nom et ses initiales et en le numérotant en disant regardez mon dernier tirage que je vais vendre à mon expo, sans que derrière il y ait tout un conflit et une polémique qui naisse. Ouais, mais t'as pas le droit et puis c'est pas une œuvre et puis t'as pas de droit d'auteur, etc. Et il y a ça et il y a aussi le risque qui existe, tu le verras en lisant le bouquin, que l'IA, dans certains cas, fasse ce qu'on appelle la régurgitation. Donc, tu lui demandes, par exemple, une femme afghane, ou une jeune fille afghane, Afghan girl, tout simplement, et Midjourney, en octobre l'année dernière, on a sorti la copie exacte de la photo de Steve McCurry. Je suis pas la seule à qui ça l'a fait. Et par contre, ce qui a été très intéressant en écrivant ce bouquin, c'est que j'ai aussi discuté avec d'autres professionnels, notamment un ingénieur, tu verras, j'en parle plusieurs fois dans le bouquin, qui est vraiment dans ce secteur-là, Olivier Eckendorn, qui m'a contacté lui-même d'ailleurs par LinkedIn au début, et pour me dire « Ouais, mais vous n'avez rien compris », alors il a dit gentiment. Mais en fait, malgré cette approche qui était un peu rude au départ, en fait, ça m'a permis de comprendre certaines choses techniques qui m'ont fait comprendre aussi que ce risque de régurgitation, il va s'estomper avec le temps. C'est-à-dire que plus l'IA va manger des images,
dans la phase d'apprentissage, moins il y aura des risques qu'elle régurgite une image identique. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est qu'en droit d'auteur, ça résout pas tout, puisqu'il y a deux questions qui se posent. Est-ce que le simple fait de donner des images et des œuvres de manière générale à manger à l'IA dans la phase d'entraînement est ou non une contrefaçon? Et si on veut régler le problème en aval, c'est-à-dire éviter la régurgitation en donnant plus d'œuvres à manger en amont, ben on déplace le problème en fait. Ce qu'on va peut-être régler en aval pour éviter que ça ressorte une œuvre qui est identique à une œuvre qui existe, on va l'aggraver en amont parce qu'on lui aura donné beaucoup plus d'œuvres dans la phase d'apprentissage et que donc potentiellement on aura violé les droits de beaucoup plus d'auteurs aussi. Et c'est en ça que c'est un équilibre qui est très difficile à trouver et qu'il n'y a pas de réponse juridique à certaines questions. Tu verras, je cite énormément d'auteurs de doctrine de plusieurs pays dans le monde, même des pays. Enfin, je me suis jamais intéressée jusque-là à des auteurs de doctrine de Oman ou de Qatar, etc. Et pourtant, les problèmes sont les mêmes partout. Et donc, j'ai découvert qu'en fait, il n'y a pas de réponse pour l'instant fixée à certaines questions de droit qui sont primordiales. Or, on va être obligé de trouver des réponses. Parce que tant qu'on n'aura pas ces réponses-là, on ne pourra pas déterminer si oui ou non il y a une contrefaçon. Et si le fait d'utiliser les œuvres préexistantes pour les donner à manger à l'IA dans la phase d'apprentissage constitue potentiellement une contrefaçon, après on a la question suivante, c'est est-ce que l'exception de fouille de textes et de données dont tu as peut-être entendu parler, qui est une exception qui a été créée en Europe, enfin au niveau de l'Union européenne, pour autoriser justement cette absorption de milliards et de milliards d'images, est-ce que oui ou non ça peut suffire pour justifier cette phase d'apprentissage? Et de nouveau, il n'y a pas du tout de réponse claire. T'écoutes le commissaire Breton là, au niveau de l'Union européenne, il dit oui, pas de problème, mais non, c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, cette exception un peu européenne que fustigent tous les défenseurs des photographes aujourd'hui, est-ce que c'est... on va peut-être rentrer dans une théorie du complot, mais tu penses que c'est quelque chose qui a été prédit en quelque sorte par les mecs qui avaient créé l'IA? C'est même pas une question de théorie du complot, c'est-à-dire qu'ils le disent clairement. En fait, tu verras aussi quand je parle de cette exception de fouille de textes et de données dans le chapitre 2, en fait, la première fois que le législateur européen en a parlé, la première fois en France qu'on en a parlé, c'était en 2016. Ils ont introduit une exception, mais c'était à ce moment-là uniquement pour la recherche. Et quiconque entend recherche se dit oui, c'est normal que des chercheurs, que ce soit en art, parce qu'il y a aussi de la recherche en art, ou bien en mathématiques, ou bien en n'importe quoi, aient accès à tout ce qui existe, mais c'est bordé juridiquement. Et donc personne n'a réagi à ce moment-là. Et il n'y a pas eu de décret d'application, ce qui fait que cette loi-là, elle n'a jamais de fait été mise en vigueur, n'a jamais réellement été utilisée. Et puis après, en 2019, quand une directive européenne qui modifiait le droit d'auteur a été votée, eh bien à ce moment-là, on s'est aperçu que cette exception de fouille de textes et de données qui existait déjà avant uniquement pour la recherche, tout d'un coup, elle était étendue et qu'il y avait désormais deux types d'applications. Une pour la recherche, où les auteurs des œuvres ne peuvent même pas s'y opposer, mais où il y a des garde-fous, on va dire, sommaires, pour rester poli, pour un euphémisme. Et puis après, une autre, à laquelle les auteurs peuvent s'opposer, mais qui bénéficie à toute personne, c'est-à-dire n'importe quelle société, même à des fins commerciales, les Midjourney et compagnie. Et donc, ce que j'explique dans le bouquin aussi, c'est que d'un côté, les auteurs peuvent s'opposer, soi-disant, mais techniquement, c'est très difficile, parce que tu vas t'opposer d'un côté en mettant des tags dans ton site, il y a plein de nouveaux outils dont je parle aussi pour protéger des images, en mettant tout ça en œuvre. Mais par exemple, la couverture de mon bouquin, admettons que je m'oppose sur mon blog Droit et Photo à ce que l'IA récupère cette couverture, eh bien, la couverture, elle sera aussi utilisée sur le site de Amazon, sur le site de la Fnac, sur le site de Bookelist, qui est la plateforme avec laquelle je travaille. Et même si moi j'ai pris des protections, la même image, elle sera récupérée ailleurs. Et de ce fait-là, il n'y a pas de protection techniquement infaillible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des ingénieurs qui travaillent à passer la photo à une moulinette qui va faire que techniquement, les IA, dans leur phase de ce qu'on appelle le web scrapping, c'est-à-dire quand elles vont gratter Internet littéralement pour récupérer toutes les œuvres, vont buter dessus et s'ils voient une photo d'un chien, vont l'interpréter comme une photo d'une vache. Et de fait, ça va perturber les algorithmes des IA qui vont pas plus parvenir à s'en sortir. Et tu verras, et je détaille tout ça aussi pour voir quels sont les moyens techniques qui sont mis en œuvre par les auteurs pour arriver à protéger techniquement leurs œuvres, parce que de fait, légalement, c'est quasiment impossible. C'est un peu la même logique que quand toi et moi on va voir une expo,
où on regarde des photos sur Internet, sur Instagram, on va s'inspirer soit consciemment, soit inconsciemment de ce qu'on voit. On va se dire, tiens, ce cadrage intéressant. Oui, mais on ne s'inspire pas, nous, de milliards d'images et on n'en retire pas immédiatement un bénéfice. Or, la difficulté, c'est que les Midjourney et compagnie, ils vont absorber des milliards et des milliards et des milliards d'images, sans même parler des textes, où là on parle, je sais pas combien je sais pas quelle unité, et de ça vont vendre des abonnements payants pour permettre à d'autres personnes de créer des photos ou des images ou des textes qui seront parfois la copie exacte, parfois pas, parfois de la faute de l'IA, parfois aussi de la faute de l'utilisateur. C'est aussi ça tout le danger, c'est qu'il y a d'un côté ce que permet l'IA en tant que telle qui va elle-même régurgiter, dans certains cas comme l'exemple de la femme afghane, régurgiter une image qui existe déjà, et on commence à avoir des procédures, pas en France mais il y en a. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait que moi, d'ailleurs je me suis amusée à quelques tests, j'ai demandé spécifiquement à Midjourney, et un complice me l'a fait aussi sur Dali, crée-moi un paysage à la Adams, ou crée-moi la photo de, comment il s'appelle, Grégory, je sais plus comment il s'appelle, le gamin, tu sais, qui lit un livre face à un éléphant, je sais pas si tu vois cette photo. Enfin bon, bref, donc je lui ai demandé de créer des photos sans donner le nom du photographe, mais en décrivant très précisément la photo que je voulais pour arriver à un résultat précis. Et parfois c'est assez ressemblant, pas toujours. Mais quand ce n'est pas ressemblant, c'est peut-être aussi parce que moi je mets mal mes prompts. Tu vois, je suis pas non plus une spécialiste des prompts. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup discuté avec cet ingénieur qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a montré aussi techniquement beaucoup de choses, qui m'ont fait comprendre que le risque de régurgitation va s'estomper au fil du temps, mais moi j'ai essayé de lui faire comprendre à lui que s'il s'estompe au fil du temps, c'est parce que on aura donné beaucoup plus de matière en amont qui vont diluer les résultats, parce que d'ailleurs, jeune fille afghane, quand je l'ai fait 3 mois avant de terminer le livre, c'était plus du tout la même chose. Et c'est bien. Mais le problème, c'est que pour ça, il y a beaucoup de web scrapping en amont, et que à cause de ça, il y a des milliards et des milliards d'œuvres qui sont mangées. Et il y a encore autre chose qui est plus inquiétant, c'est que il y a un photographe allemand qui s'appelle Robert Schneck, de mémoire, ou Kneck, qui s'est aperçu, donc lui fait essentiellement de la photo pour les microstocks. Il en a même fait un business, il fait des formations pour apprendre aux photographes à créer leur business là-dedans. Et il s'est aperçu l'année dernière, en avril, que Lion, qui est la base de données qui sert au deep learning des autres IA génératives en matière d'image, avait absorbé plein de ces photos. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir un avocat, ça se passe à Hambourg, en Allemagne. Il va voir un avocat et ils envoient une mise à demeure à Lion pour supprimer toutes les photos de ce photographe. Et que répond Lion? Ils disent, écoutez, allez au diable, hein, ça se le fait poliment, mais en gros c'était aller au diable, et de toute façon, nous, on fait de la recherche, et donc, comme vous nous faites perdre notre temps, c'est vous qui allez nous payer de l'argent. Et la procédure, elle est en cours, là, il doit y avoir une audience dans quelques jours, au moment où on parle, et ça veut dire que pour certaines IA, il va suffire d'invoquer le fait que c'est de la recherche pour interdire même aux photographes ou aux autres auteurs d'œuvres visuelles de s'opposer, alors que la directive de 2019 au niveau européen autorise une opposition. Et c'est là que c'est très dangereux, parce que ça va laisser trop de liberté aux IA pour se dire, ah non, mais nous on fait de la recherche, donc on fait ce qu'on veut. Mais à partir de quand c'est de la recherche, c'est qui décide? Ouais, c'est un peu le souci qu'il y a eu avec OpenAI et la scission qu'il y a eu avec le fondateur, justement. Oui, mais enfin, il est revenu quand même. Donc, oui, mais parce qu'en fait, pour moi, c'était juste du théâtre, ça. Ouais, moi de ce que j'ai compris sur ça, c'est qu'en gros Microsoft a menacé de leur côté de créer un concurrent en interne d'OpenAI, et du coup forcément le board d'OpenAI est revenu sur la décision. Mais la scission au début venait du fait que justement au début ils voulaient faire un truc open source et qui soit vraiment axé sur la recherche et pas vers le business, quoi, tout simplement. Et c'est au moment où ils ont mis un abonnement payant que lui en fait a dit, bah non, du coup c'est plus la même logique, et donc du coup on éjecte les gens qui sont là. Oui, peut-être. Après, je t'avoue que je ne connais pas en effet les coulisses de ce conflit-là. Moi, de l'extérieur, il m'a paru un peu d'être du théâtre pour mettre le projecteur sur OpenAI qui évoluait. Ouais. Mais je peux parfaitement me tromper. Mais toujours il y a eu des trucs enfin, il y a eu des gens qui étaient en interne, qui étaient dans les réunions sur Zoom, quand le mec se fait virer sur Zoom, ont expliqué ce qui s'était passé. Oui, c'est possible. Mais de toute façon, c'est très américain de théâtraliser le côté. Bien sûr. Et c'est sûr que le résultat est bon pour eux. Et alors justement, concernant, je crois que c'était Microsoft aussi, il y a une employée qui est en litige de mémoire, hein, mais je crois que c'est Microsoft, et qui est alors en litige pour une question de droit du travail X ou Y, mais qui dit qu'elle est notamment partie parce que elle a voulu avertir sur les risques de contrefaçon qu'il y avait au préjudice de tous les auteurs d'œuvres préexistantes et qu'on ne l'a pas écouté.
Et donc, il va y avoir des affaires comme ça, forcément. Et quand on les voit, tu vois, dans le bouquin, j'examine en fait deux types de procédures. On a d'une part les procédures justement en amont, c'est-à-dire tous les auteurs d'œuvres visuelles ou écrites qui attaquent de tous les côtés. Là, on commence à en avoir une belle série qui attaque OpenAI, Microsoft, etc., Midjourney, Stable Diffusion, etc., justement du fait de l'absorption et de l'utilisation de leurs œuvres dans la phase d'apprentissage. Et puis, on commence à voir aussi des procédures en aval, soit parce que, justement, une œuvre a été copiée, régurgitée, dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure, par l'IA. C'était Ultraman, le dessin animé japonais, qui a été refait apparemment presque à l'identique. Et après, on a aussi d'autres procédures qui sont aussi très proches des considérations, enfin des questions que se posent les photographes. C'est est-ce que oui ou non, moi, créateur d'un contenu généré par l'IA, je peux revendiquer des droits d'auteur dessus, tu vois. Et là, il y a, rien que dans le bouquin, j'explore 7 pistes de réflexion en fonction de tout ce que j'ai trouvé comme doctrine, etc., et comme jurisprudence qui commence doucement. Et pour l'instant, on a une large majorité vers le non, je ne peux pas, parce que il n'y a pas de création réellement humaine. Et donc, il y a, tu sais, tous les concours là qui ont fait beaucoup de bruit, là, théâtre d'opéra spatial, etc. Bon, tout ça, j'en parle en détail avec les décisions qui ont été rendues, etc. Et on a quand même une décision chinoise qui a été rendue fin novembre l'année dernière, que j'avais longuement commentée sur mon blog en décembre et que je reprends évidemment dans le bouquin, où là, le tribunal chinois a estimé qu'il y avait bien un droit d'auteur de l'utilisateur de l'IA. Mais pour le reste, essentiellement, c'est non. Et Midjourney, dans les conditions générales d'utilisation, dit que, en gros, si tu payes la licence, tu as les droits sur les images que tu crées. Midjourney n'est pas là pour se substituer à une loi d'ordre public en droit français, en droit belge, en droit américain, ou peu importe. C'est ça le problème. Du moment que tu utilises cette boîte, enfin cette IA-là, tu tombes sur la juridiction du pays de la boîte. Ça, c'est si les juridictions en France l'acceptent, et c'est pas du tout certain. Si là il y a pas de, enfin, si la photo, si t'arrives à prouver que la photo, est d'un photographe français qui a été spoilé, pourquoi pas. Mais si par exemple ça reste en logiciel américain. Non, parce que tu peux avoir un litige en France parce que toi, tu vas créer une superbe image pour Défense Zone. J'ai entendu dans ton podcast que tu le faisais sur Midjourney ou peu importe, et que un de tes concurrents qui publie un autre magazine sur le même thème va réutiliser l'image. Tu vas l'attaquer. Si tu te bases sur le fondement de la contrefaçon, donc du droit d'auteur, tu vas te retrouver devant une juridiction française parce que, admettons que ton adversaire il est en France, et la juridiction française, ton adversaire va dire oui non mais de toute façon vous n'êtes pas compétent parce que regardez les conditions générales de Midjourney, et la juridiction française va lui dire allez au diable, c'est nous qui décidons en vertu de la loi française si on est compétent ou pas. Ça c'est pas arrivé encore. Mais bien sûr que c'est déjà arrivé avec des conditions générales de Facebook par exemple, avec une affaire qui avait fait beaucoup de bruit avec un utilisateur, alors pas pour l'IA, mais un utilisateur qui avait reposté l'origine du monde, là, le tableau de Courbet, qui avait été censuré parce que c'était X, et donc il avait attaqué Facebook, et en effet, Facebook s'est vu répondre quand il disait non mais attendez, vous, tribunal français, vous n'êtes pas compétent, et Facebook s'est vu répondre que bien sûr qu'ils étaient compétents, et que c'était pas eux, par voie contractuelle, à surpasser les dispositions de droit public interne. Non, je voulais dire, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un photographe attaque un autre photographe pour des questions d'IA? Pour le moment, c'est pas encore arrivé. C'est arrivé en République tchèque. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Et là, je l'ai trouvé 2 jours avant de terminer mon bouquin. J'ai pu décaler toute ma mise en page, mais je l'ai mis. Et alors, ça a donné quoi dans les... Ça a donné que bon, je vais pas spoiler, tu verras bien. Allez, ok, ça marche. De toute façon, moi, je le lirai tout à l'heure parce que je suis un des premiers à l'avoir, du coup. T'es rapide. Ouais, bon, je vais essayer de trouver un moment. Il fait 636 pages, donc si tu le lis en une journée, t'es fort. Non, je pense que je vais pas tout lire, effectivement. Même en une semaine, ça va être compliqué. Ok. Mais alors, pour revenir sur la question des images qui sont utilisées, comment concrètement et d'ailleurs, est-ce que tu en parles dans le bouquin de comment on protège ces images en tant que photographe? Alors, tu veux dire les œuvres préexistantes qui sont données à manger? Ouais. Oui, alors j'en parle à différents égards. D'une part, je donne quelques éléments techniques où je renvoie vers des solutions techniques, il y en a plusieurs.
Après, il n'y a pas de solution miracle, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect légal qui est de dire oui, ok, je m'y oppose, c'est-à-dire notamment d'adhérer à des sociétés de gestion des droits collectifs comme la SAIF ou la DHGP, notamment en France, mais il y en a d'autres dans les autres pays, parce que eux vont prendre des mesures plus globales, s'opposer au nom de tous leurs adhérents, et créer aussi, je crois que c'est la DHGP qui a fait un travail super en créant un manuel avec des tas d'informations techniques pour aider les photographes au moins à protéger sur leur site à eux. Mais c'est pas parce qu'une photo est protégée sur un site, comme je te disais tout à l'heure, que partout où elle va circuler, elle sera protégée aussi. Donc il y a des solutions techniques, il y en a une qui s'appelle glaze, qui consiste à mettre une sorte de glaze, c'est littéralement c'est glaçage, c'est mettre une sorte de couche qui est invisible pour un œil humain, mais que l'IA va voir et qui va faire qu'elle va se perdre, elle va pas savoir comment étiqueter. Une sorte de prompt caché à l'intérieur. Tu sais, c'est un peu le même mécanisme que les Pixtrack et autres Imatag, etc., qui mettent un tag à l'intérieur. Là, en fait, on met quelque chose qui visuellement et informatiquement empêche l'IA de générer une étiquette. Mais ça, c'est un mode de défense. Mais en arrière, il y a toutes les petites mains qui sont à Madagascar, en Chine, qui font de l'étiquetage toute la journée et qui, elles, sont capables de voir ce qu'il y a dans l'image. Donc, ça va pas être tout de suite un moyen fabuleux. Ouais. Et il y a une contradiction quelque part, peut-être que tu l'as mis dans le bouquin aussi, entre le fait que les photographes veulent se défendre pour pas être spoilés de leurs biens intellectuels, mais tu as aussi de plus en plus de photographes qui font appel à l'IA, ne serait-ce que pour le traitement de leur image. Tous les photographes de mariage, par exemple, sont super contents d'avoir une IA pour traiter les 3000 photos du week-end avec leurs presets, tout genre de trucs. C'est déjà un peu d'IA de faire ça. Oui, c'est l'IA. Alors moi, je critique absolument pas ça. Et simplement, je dis aussi qu'il faut être attentif. Tu te rappelles de tout le débat qu'on avait eu quand Miro avait... Bon, eh bien, je parle de Miro à un moment. Parce que dans un article du Nouvel Obs sur lequel je suis tombée, C'était les premiers à utiliser une IA pour ça d'ailleurs. Oui, mais dans un article du Nouvel Obs sur lequel je suis tombée, ils avouent que les soi-disant traitements par l'IA étaient faits par des petites mains en Inde. Et donc, ce que j'explique, c'est dans le chapitre 5 sur l'éthique, je dis aux photographes, faites attention, parce que si vous voulez soit adhérer à Miro, c'est votre choix le plus strict et votre droit le plus strict, en vous disant, je vais gagner tout le temps de post-traitement, et certes, je serai moins payé, mais grâce à ça, moi, je peux dégager du temps pour faire autre chose. Et puis, au moins, pendant que je fais de l'IA, c'est pas des petites mains en Inde qui travaillent pour moi, ben, en l'occurrence, si. Ouais. Et c'est à ça qu'il faut faire attention, parce que il y a beaucoup de choses que je dis dans ce chapitre 5 d'ailleurs, parce que ça a pris beaucoup plus d'ampleur que je ne croyais, parce que les aspects éthiques sont très importants. C'est là que je parle de l'éthique journalistique aussi, mais pas que, et l'éthique publicitaire. Et donc le simple fait qu'un photographe utilise l'IA pour faire ses post-traitements, ben il n'y a pas de problème. Tu verras dans le chapitre 4 que quand il utilise Firefly sur Photoshop, dès qu'il y a un bout de peau, tout de suite ça devient compliqué. L'IA refuse de travailler. Du nu artistique ne veut pas travailler non plus. Parce que l'IA estime qu'elle a le droit de t'empêcher, toi, de faire des traitements de tes photos quand il y a du nu artistique sur ton ordinateur, ce qui n'est pas normal non plus. Donc en droit, ça s'appelle une atteinte à la liberté d'expression. Alors que l'IA soit programmée pour ne pas accepter du post-traitement de photos pédocriminelles, c'est très bien, même s'il y en a qui sont quand même passés à travers les mailles du filet et qu'il y a aussi des développements là-dessus. Mais que l'IA t'empêche sur ton propre ordinateur en local de traiter tes propres photos, même, admettons qu'elle soit illégale, bon, c'est pas une chose à conseiller, mais admettons, l'IA n'a pas à rentrer sur ton propre ordinateur et à voir ce que tu fais. Et en l'occurrence, c'est clairement ce qui se passe, parce que tu verras, c'est une petite expérience qu'on a fait avec un copain qui en fait commençait à traiter une photo de nu artistique, voulait changer le fond, a lancé un fond génératif par l'IA, et puis l'IA a bugué. Il s'est dit bon bah ok ça bug, et puis bugué sans arrêt, jusqu'au moment où il s'est dit ouais mais en fait ouais j'ai l'impression que c'est parce que c'est du nu, donc il a commencé à cacher des parties du corps, et là tout d'un coup l'IA a bien voulu travailler. Et donc on a lancé un petit sondage, et tu verras le résultat du sondage, c'est pas inutile de le lire. C'est marrant. Ouais. Tu vas te faire beaucoup d'ennemis parce que ça fait beaucoup de teasing dans ce podcast, mais c'est pour la bonne cause et c'est tant mieux. Non, mais carrément. Si on veut passer les 636 pages en revue, on en a pour quelques heures et c'est là que je vais me faire des ennemis. C'est clair. C'est marrant parce que tu as un peu le même problème. Moi, j'ai fait face à ça parce que tu l'as dit, moi je fais des photos aussi. J'utilise l'IA de Midjourney pour générer des images sur des fanzones parce qu'on a pris, mais là c'est un parti pris et on le signale que c'est de la photo faite par IA sur une rubrique qui est complexe à illustrer en termes de photos. Et par exemple, tu vois, quand je devais illustrer un papier sur des djihadistes, tu mets le mot djihadiste
dans Midjourney, tu mets AK-47, autant te dire que là tout devient rouge. Figure-toi que je me suis aussi amusée dans le chapitre sur l'éthique journalistique, enfin éthique et la partie journalistique, à faire des essais aussi sur Midjourney avec des sujets très polarisés. Et en lui demandant certaines choses où clairement il a refusé à cause du sujet, alors que je demandais même pas de violence, même pas, tu vois. Et nous j'ai réussi à chanter le truc en demandant une photo d'un homme vêtu de noir dans le désert avec une arme dans les mains. Oui. Et en fait, le résultat, si tu veux, le même. Mais et y a, je sais pas si tu avais vu aussi passer ces images assez marrantes où tu demandais à Midjourney, bon, c'était au tout début, hein, il était pas très entraîné, et surtout il était très idéologisé, et tu lui demandais de faire une photo d'un pape, il te faisait une photo de femme, pape, ou tu demandais une photo de Poutine, il te mettait Poutine en africain. Ah oui, oui, mais alors c'est Gemini qui a beaucoup fait ça. Et là, j'en parle justement aussi dans le chapitre 5 avec les biais, entre guillemets, idéologiques dont il va falloir démontrer s'ils sont idéologiques ou pas. Parce que Gemini, c'est Google qui a été attaqué pour ça. On lui reprochait de faire des vikings noirs, enfin, je sais plus quoi, enfin, des tas de trucs noirs parce que sur Netflix, t'en vois plein, donc c'était à la mode. Et ceci sans rentrer dans les débats de fond, mais en effet, il n'y avait pas de raison c'était des nazis noirs aussi. Et des vikings noirs. Et alors, Gemini s'est défendu, tu le verras, j'en parle aussi, en disant non, mais c'est parce qu'on a mis des mesures techniques pour éviter les biais des utilisateurs, mais à cause de ça, ça crée d'autres biais. Bon. Moi, je suis pas convaincue. Maintenant, je suis pas spécialiste, donc je laisse à chacun le soin de se faire une idée. N'empêche, je trouve ça vachement intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, le fait on n'aurait jamais eu ce débat où on n'aurait jamais eu on s'intéresserait jamais autant sur les biais cognitifs aujourd'hui sans l'IA quelque part. Ah oui, mais tout à fait. Parce que du coup, l'IA, c'est un peu, enfin, dans l'esprit, très grossièrement, les puristes diront que c'est complètement des conneries, mais en gros, l'IA, l'idée, c'est de reproduire le cerveau humain, en quelque sorte, et montrer les mécanismes, les chaînes neurales. Tu peux aussi l'influencer, et il y a autre chose que tu verras, là c'est le chapitre 8, sur les dérives totalitaires, la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, etc. Et là, j'ai discuté avec un psychologue, qui est un ami, qui a une formation en ingénierie sociale, on va dire, hein, pour faire large, en sciences cognitives et comportementales, etc., qui a travaillé dans ces secteurs-là. Et il m'expliquait toutes les manières avec lesquelles les promoteurs de l'IA vont nous influencer rien que dans les termes. Alors là, ça concerne pas directement l'image, mais j'ai mis l'exemple dans le bouquin. C'est quand on nous dit, mais n'ayez pas peur des crypto-monnaies, enfin des monnaies digitales des banques centrales, parce qu'en fait vous en utilisez déjà tous les jours. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait tous les jours on utilise des moyens digitaux de paiement, mais qui sont pas des monnaies centrales des banques digitales. Et la grosse différence, c'est que quand maintenant on fait une dépense de 100 € quelque part, eh bien notre compte est débité le lendemain et personne ne peut nous bloquer. Alors qu'avec une monnaie digitale de banque centrale, si on décide qu'on a mangé trop de viande ce mois-ci, eh bien on nous bloquera dès l'achat. Et donc je donne des exemples de rapports de sociétés qui travaillent avec des gouvernements et qui nous disent que l'objectif ambitieux pour 2030, c'est qu'on ait chacun droit à 43 grammes de viande. Non, l'objectif réaliste, progressif pour 2030, c'est qu'on ait chacun droit à 43 grammes de viande par jour. Et l'objectif ambitieux, c'est 0 gramme. Et qu'on puisse acheter 8 vêtements par an dans l'objectif progressif et 3 vêtements par an dans l'objectif ambitieux. Et comment est-ce que tu veux faire ça autrement qu'avec de l'IA qui vient te dire on traite des millions de données à la seconde et vous, Fred Marie, vous avez déjà acheté un 4e caleçon cette année, eh ben désolé, vous irez ailleurs pour le 5e. Mais c'est ça. Et oui, le problème, c'est que c'est vraiment ça. C'est déjà expérimenté avec le crédit social en Chine. Mais oui, mais il faut pas aller plus loin qu'en Chine. Tu verras que je cite un rapport parlementaire qui a été déposé en 2021 en France par 3 sénateurs. Ben, lis-le. Ouais. C'est ce qui a donné lieu là aux campagnes récentes de Amnesty International. J'imagine que t'en parles. Aussi, oui, bien sûr, oui, j'en parle beaucoup. On en a parlé aussi dans Defense Zone. Voilà. Tiens, je vais faire de la pub dans le podcast qui fait de la pub pour ton livre, pour le dernier Defense Zone, où on parle de ça justement. Justement, j'ai parlé justement de ces biais cognitifs là, parce que la façon dont on va parler, pour revenir à mon exemple, des monnaies centrales des banques digitales, c'est non, mais n'ayez pas peur. Pourquoi est-ce que vous auriez peur de ça alors que vous utilisez déjà votre carte tous les jours, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et je cite d'ailleurs un extrait alors comment il s'appelle, Agustin Carsten, qui est le directeur ou le président de la BRI, donc la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales, et qui dit très clairement, je le cite texto, c'est un petit extrait qui fait même pas 1 minute,
où il dit ça change fondamentalement parce que pour l'instant, on ne sait pas avec un billet de 100 $ ou de 100 euros ou de 100 pesos qui achète quoi à un moment X, mais avec une monnaie digitale, non seulement on peut le savoir, mais on peut avoir un contrôle total. Oui, bien sûr. Et ça, le problème, c'est que tant que les gens ne s'habituent pas à comprendre qu'il y a des différences dans certaines notions, eh bien, avec les biais cognitifs et la façon dont on décrit les choses, eh bien, ils vont laisser passer des tas de choses comme ça. La plupart des expérimentations que je mets entre guillemets, parce que là on ne me voit pas dans le podcast, mais je fais des signes de guillemets, la plupart des expérimentations sur les caméras de vidéo reconnaissance sont illégales. Et il y a eu des décisions qui ont été rendues en ce sens-là. Et ils utilisent un logiciel israélien qui s'appelle Briefcam depuis 2015 dans certaines villes. Ouais, dans les polices municipales. Ouais. Voilà, alors que c'est totalement illégal. Et dans ce logiciel, il y a une case à cocher pour autoriser la reconnaissance faciale en temps réel. Oui, mais ils te diront qu'ils l'ont pas coché, donc du coup, c'est bon. Et non seulement ils te diront qu'ils l'ont pas coché, mais apparemment, d'après un des journalistes que je cite dans le bouquin aussi, ils ont des formations quand ils achètent le logiciel pour désactiver très rapidement le truc au cas où il y aurait un contrôle. Je suis désolée, non. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est une marche à pas forcer, avec aussi des ministres qui viennent dire ben non, mais quand ça fait trop hurler, vous inquiétez pas, on stoppe et on y va par petits pas. Mais on voit bien que c'est ça qu'ils font. Mais le problème, c'est que les gens réagissent pas. Mais tu vois, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on est à un tournant où on pourrait utiliser tous ces exemples et l'accès aussi, parce qu'il faut le dire, ce qui est incroyable, c'est qu'on a accès à l'IA avec ChatGPT. C'est une toute petite partie de l'IA, voilà. Pas du tout ce que l'IA permet en réalité. Bien sûr, mais on a quand même un accès à une interface qui nous permet d'apprendre déjà encore plus, un peu comme Internet. Si tu veux, tu mets un smartphone et Internet dans les mains de n'importe qui, il a accès à la connaissance. Alors après, c'est sûr que il pourra passer du temps à regarder des vidéos de chats sur TikTok ou autre chose, pour rester poli aussi. Mais en même temps, il y a quand même cette capacité et de comprendre, mieux comprendre notre cerveau humain. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis tout du long en fait, c'est que c'est un outil. L'outil en lui-même me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est la façon dont l'être humain en général va l'utiliser. Et tu verras tout au long du bouquin, je répète la même chose, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir comme un outil magnifique. Ce que tu expliques dans ton podcast sur l'IA pour le photojournalisme, oui, ça rend plein de services. Mais tout dépend comment on va l'utiliser. Et à partir du moment où c'est aussi utilisé, de nouveau chapitre 8, pour aller traquer les dissidents politiques, comme ça s'est fait en Libye, à l'aide d'un logiciel français qui a amené des personnes devant les juridictions françaises pour complicité d'actes de torture, parce qu'ils ont juste vendu un logiciel, ben, il va falloir que les gens se rendent compte que c'est pas innocent. Il suffit pas de dire non, mais moi j'ai vendu que le logiciel, et puis en plus on n'est pas les seuls parce qu'ils utilisaient des logiciels anglais, etc. Ben oui, mais il y a quand même eu une poursuite. Oui, et puis c'est là aussi que tu es bien placé pour le savoir, c'est pas parce que c'est autorisé selon la loi que c'est ni moral, ni éthique. Alors ça, et en plus rien ne dit que c'est autorisé selon la loi. Ouais. Oui, parce qu'une loi, tu peux lui faire dire un peu... Voilà. Pour l'instant, alors en matière pénale, tout ce qui n'est pas interdit est permis, mais il va y avoir d'autres interdictions. C'est-à-dire que le règlement IA qui vient d'être voté et qui sera appliqué entre 6 et 24 mois selon les matières, à partir de maintenant, prévoit quand même pas mal... Alors ça reste un peu flou, il y a pas mal de dispositions qui vont devoir être appliquées et on va dire mises en place par les États, mais des obligations de transparence. En tout cas, par exemple, justement, quand il illustre un fait d'actualité avec de l'IA, il va falloir dire que c'est de l'IA. Et ça va pas découler uniquement du règlement IA, ça découle aussi de chartes qui sont prévues. Il y a la charte de Reporters sans frontières qui a été faite. Enfin, il y a beaucoup de chartes qui se mettent en place. Alors pour l'instant, c'est beaucoup de règles générales, de grands principes, c'est normal, on peut pas aller tout de suite dans le détail. Mais de fait, ça va devenir à un moment des lois contraignantes, et tant mieux. Espérons-le, parce que c'est pas gagné quand tu vois que dans le journalisme, tu l'as vu aussi, il n'y a pas d'ordre, comme dans ta profession d'avocat, il y a que une vieille charte de Munich qui traîne, qui est géniale, mais qui est 10 articles qui sont complètement interprétables de toutes les façons. Les gens sont plus attentifs, parce que je sais pas si tu as vu, il y a pas très longtemps, il y a eu toute une polémique avec une photo de Kate Middleton. Oui. Voilà. Et en fait, des journaux partout dans le monde, enfin des rédactions de presse partout dans le monde, y compris l'AFP, se sont fait avoir avec une photo qui était manifestement traficotée à l'IA ou créée carrément à l'IA. Et ce sont essentiellement les citoyens qui ont, en tout cas en Belgique, parce que j'utilise 2 journaux belges pour illustrer cette affaire-là, avec quelques articles qui sont sortis, qui ont eux-mêmes pris contact avec l'agence Belga en Belgique en disant mais foutez-nous, c'est une photo trafiquée, enfin créée à l'IA manifestement, et ça a obligé l'agence Belga et l'agence France Presse à dire oh là là, non en effet, on va mettre ça sur la photo, ils ont un terme sur la liste des photos qui doivent surtout pas ressortir, et en fait c'est là qu'on voit que les citoyens, en tout cas certains, sont beaucoup plus affûtés maintenant. Et ça rejoint les propos, je ne sais pas si tu connais Asma Mala. Oui.
Oui, on la voit partout. Voilà, on la voit partout, c'est vrai qu'on peut pas passer à côté. Et qui dit qu'on peut mettre toutes les protections du monde contre les deepfakes, etc., dont je parle beaucoup aussi dans le bouquin, mais la seule chose qui sera vraiment efficace, c'est l'éducation des gens. Parce que si tu crées, par exemple, ils veulent le faire, une sorte de label pour vérifier les photos et les vidéos pour dire que c'est pas des deepfakes, c'est très bien, mais tu vas créer une fausse assurance, c'est-à-dire que quand quelqu'un aura trouvé un moyen de mettre le label sur une photo qui en fait est fausse, eh bien ça va entraîner les gens à y croire aveuglément, alors que rien ne remplace l'esprit critique. Tu pourras peut-être le faire dans la blockchain. Mais pour le moment, c'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop... Tu vois, par exemple, je sais que... D'une part, mais en plus, dis-toi bien que les hackers sont toujours plus rapides que... Ouais, mais hacker une blockchain, c'est pas pareil que hacker un site internet, quoi. Parce que techniquement, tu peux pas bloquer, tu peux pas hacker une blockchain. D'accord, mais bon, il y a des travaux qui se font. Hein. Ça fait partie des projets qui sont en discussion ou plus ou moins avancés. Et il y a des équipes de recherche partout qui travaillent dessus, mais... Ouais. Mais après, ça revient au même problème de la blockchain. Par exemple, la blockchain, tout le monde, quand les gens savent ce que c'est la blockchain, c'est-à-dire la capacité de créer une œuvre enfin c'est comme pour les gens qui nous écoutent qui sont des photographes auteurs, c'est un peu comme c'est comme les NFT, c'est comme si tu digitalises un certificat de propriété de l'œuvre, mais en plus non seulement tu le crées de façon numérique, mais tu l'imprimes de façon à ce que personne peut te dire que c'est un faux. C'est impossible. Comment est-ce que tu vas faire pour certifier qu'une photo journalistique est une vraie grâce à la blockchain? Si par exemple le photographe l'a déposé dans la blockchain en tant que... Oui, mais il peut l'avoir créé en amont avec l'IA. Pour moi, il n'y a rien qui sera efficace à 100%. Ce sera un élément parmi d'autres, mais ça risque, et là elle a raison à ce moment-là, je suis pas toujours d'accord avec elle sur certaines choses, mais elle a parfaitement raison, c'est que la seule chose que tu peux faire efficacement, c'est éduquer les gens. Et le coup de Kate Middleton est intéressant, parce que là, c'est les citoyens qui ont remis au pas les agences de presse. Et je crois qu'à terme, on arrivera sur quelque chose. Le souci, c'est quand l'IA sera tellement bien entraînée que ça sera très compliqué. Et tu vois, dans une de mes masterclass, je citais un exemple qui m'avait fait beaucoup marrer les gens, c'est maintenant que les gens savent ce que c'est ChatGPT, savent ce que c'est aussi le rendu ChatGPT, il y a un pattern qui fait que tu le reconnais. Tu le reconnais, tu y mets des majuscules à tous les mots dans les titres, il écrit de façon très neutre, très sympa, machin. Et je sais pas si t'as fait gaffe, toi qui traînes peut-être sur Amazon aussi pour les bouquins, pour regarder un peu les autres livres, quand tu regardes les commentaires sur les bouquins sur Amazon, t'as des gens qui disent ce livre, il est tout pourri, pour rester très poli, il est tout pourri, encore un truc qui a dû être écrit avec l'IA. Et sauf que des fois, t'as des mecs qui disent, mais non, c'est moi qui l'ai écrit. Et contrairement, tu verras des gens qui ont écrit le truc avec l'IA, mais c'est tellement bien maîtrisé dans les prompts que les gens n'y verront que du feu. Ils diront, super livre, on voit que l'auteur s'est inspiré de tel auteur, tel machin. Il y a eu justement une affaire comme ça. Et je cite aussi, c'est un des dangers de l'IA, c'est que il y a deux exemples que je donne. Il y en a un que je vais juste résumer très brièvement et l'autre en détail. Le premier, il y a une photo, tu sais, de, comment il s'appelle, Stéphane Mahé, je crois, un journaliste de Reuters. Il avait fait une photo d'une marée de CRS devant le Conseil d'État quand il y avait une procédure en cours contre tu te rappelles de cette photo. Et sur je ne sais plus quelle chaîne, on avait dit non, mais en fait c'est une photo créée avec l'IA. Et en fait non, c'était une vraie photo. Et donc c'est un des dangers aussi, c'est-à-dire un argument pour dire c'est fake. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une photo dérange potentiellement un pouvoir en place, quel qu'il soit, hein, moi je me fiche de savoir de qui je parle, mais une photo qui dérange potentiellement un pouvoir en face, on va l'écarter en disant non, c'est créé avec l'IA. Et non, parce que la vigilance des journalistes doit se faire dans les deux sens, pas uniquement quand ça les arrange que ce soit faux. Et c'est à ce niveau-là que c'est important, quoi. Ça, globalement, c'est un truc qui existe depuis quand même super longtemps. Oui, mais c'est à part que ça devient de plus en plus facile techniquement. C'est ce que je dis aussi. On n'a pas attendu l'IA pour avoir des gros fakes historiques, hein, les charniers de Timisoara, les couveuses là au Koweït, je sais plus où c'était. On n'a pas attendu, mais maintenant ça coûte beaucoup moins cher de faire un truc qui va faire le tour du monde. Exactement. Mais maintenant, tu fais un truc qui fait le tour du monde en 5 minutes, beaucoup plus vite, parce que c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de crédible. Et de ce fait-là, en effet, la technique doit évoluer pour les distinguer, mais un des exemples que je te donne aussi, je crois que je t'en avais parlé quand on avait échangé là-dessus, c'est un exemple précis à propos de la guerre au Liban et en Israël, où en fait, pour moi, un journaliste a été beaucoup trop vite dans ses conclusions, en considérant qu'une affirmation du Hamas, en l'occurrence, mais ça aurait pu être de l'autre sens dans mon exemple, je prends pas parti de nouveau, était fausse nécessairement parce que le Hamas se basait lui-même sur on va dire une argumentation qui ne lui plaisait pas, mais sans vérifier. Alors qu'au moment précis où l'article était publié, eh bien il y avait déjà, moi je l'ai trouvé en 5 minutes,
au moins une dizaine de sources qui disaient qu'en effet l'information était fausse. C'est-à-dire qu'en l'occurrence le Hamas avait raison. L'histoire des bébés décapités ou je sais plus quoi là. Bon. Et la conclusion à laquelle j'arrive, explication et démonstration à l'appui, c'est que un journaliste qui alerte sur le danger des fake news, il a raison d'alerter. Mais pour moi, s'il veut être crédible, il doit être lui-même beaucoup plus scrupuleux dans ses vérifications de faits. Et je recite à cet endroit-là une partie de la charte de Munich, justement, où on dit que le journaliste doit vérifier ses faits et ne doit présenter des réserves, émettre des réserves quand il y en a. Là, il l'a pas fait du tout. C'est-à-dire qu'il a évacué le truc d'un coup de balai en disant oui, mais le Hamas dit que c'est faux, mais ils se sont basés pour ça sur une IA qui elle-même n'est pas très fiable. Ok. Alors que au jour où son article est publié, il y a déjà au moins une quinzaine de sources, y compris le gouvernement américain, le gouvernement israélien lui-même, qui disent non, en fait, c'est faux. Donc pour moi, s'il veut efficacement critiquer le risque de se faire avoir, c'est très bien, mais il doit être tellement scrupuleux au niveau de sa déontologie à lui et de ses vérifications à lui, que sinon, il contribue lui-même au risque qu'il est en train de dénoncer. Ça, c'est, enfin, tu verras en détail, hein, parce que j'y ai passé 1 ou 2 pages sur celui-là, parce que ça m'a énervé sur le moment. Je dis, c'est bien de donner des leçons de morale, mais alors il faut aller jusqu'au bout, et il faut le faire les choses bien, parce que sinon, bah oui, le journalisme, il va mourir. D'ailleurs, tu verras qu'à propos du journalisme qui meurt, sur la déontologie des journalistes par rapport à l'IA, je reproduis un extrait de la Fédération internationale du journalisme. Donc, comme toi, je crois, j'ignorais l'existence. Ils sont à Bruxelles. Superbe article de mars 2024 de mémoire. Et donc, les dangers de l'IA, etc. Ok. Et alors, on arrive à la fin de l'article. C'est une fédération qui dit qu'elle représente 600 000 journalistes dans le monde. Ok, ça fait beaucoup, mais ok. Et puis, alors, à la fin, on arrive à un petit entrefilet qui dit que cet article a été écrit par ChatGPT. C'est pas sérieux, quoi. Enfin, je sais pas, ils ont 600 000 journalistes, il n'y en a pas un qui a pu faire un article de 15 paragraphes sur les dangers de l'IA. Ouais. Et puis, en plus, ils l'affichent. Je veux dire, c'est ridicule. Donc, j'ai fait une capture de ça, j'ai mis le lien de... Ils ont pas voulu troller, non? Mais je sais pas. Parce que moi, je l'ai fait pour rigoler au tout début. J'avais fait écrire un article à ChatGPT sur pourquoi l'IA est un danger pour les photographes. Oui, mais là, ils sont très sérieux. Et à la fin, j'ai dit, c'était écrit par ChatGPT. Ouais, et je regardais les gens qui regardaient que le titre. Ils sont très sérieux. Et c'est dommage, parce que... Ou alors, dans ce cas-là, au moins, tu fais un communiqué après en disant, OK, c'était le 1er avril, on s'est un peu avisé. Ouais, mais là, non. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Alors, si c'est le cas, c'est réussi parce que je suis tombé dans le panneau. C'est possible, hein, mais... Ouais, effectivement. Mais après, ça, c'est un autre problème très vaste, hein, sur le coup de l'éthique des journalistes. Moi, je le vois presque au quotidien avec les gens avec qui je bosse, malheureusement, certaines rédactions, où tu as des journalistes qui vont... qui sont idéologisés quelque part, qui ont déjà un biais de confirmation très fort, selon pour qui ils travaillent, selon la ligne éditoriale du journal. Selon qui les paye, déjà. C'est ça, et qui vont traiter, et d'ailleurs c'est même assez rigolo sur la question de qui les paye, parce que bien souvent, t'as une sorte de dissonance cognitive énorme, parce que le mec est payé finalement par une holding possédée par un milliardaire, parce que de toute façon, les 3/4 de la presse en France sont possédés par des milliardaires, ou des grandes familles, ou des banquiers, des fonds d'investissement, et dans ces rédactions-là, les gens vont te servir un couplet anti-milliardaire, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, Il y a un côté complètement dissonance cognitive, alors que les mecs qui signent in fine son salaire, c'est le milliardaire en question sur lequel ils pensent avoir fait du Albert Londres en même temps, en ceux qui sont dans un groupe détenu par un milliardaire vont critiquer les milliardaires qui détiennent l'autre groupe. C'est souvent ça aussi. Donc, mais alors tu vois, et partant de là, est-ce que pour le coup, là je me fais l'avocat du diable, l'avocat de l'IA, est-ce que tu penses pas qu'on pourrait aller vers une IA qui pourrait assister le journaliste pour être une contre-IA, tu vois, l'IA qui va vérifier, qui va contre-vérifier du vrai fact-checking, tu vois, qui va être capable de dire... Je crois que ça existe déjà, et d'ailleurs dans dans l'exemple que je te donne avec le Hamas et la guerre d'Israël, le Hamas avait justement utilisé une IA pour démontrer que les images qu'on lui prêtait, enfin de l'acte qu'on lui imputait, étaient fausses. Et le journaliste avait écarté ça en disant oui, mais cette IA qui est utilisée pour fact-checker est elle-même pas fiable. Point. Hop, et on dégage. Ben non, il aurait fallu aller plus loin et voir s'il y avait d'autres éléments qui soit permettaient de confirmer qu'il s'était bien rendu coupable de cet acte-là, qui était en effet horrible, tel que présenté, ou au contraire, que l'acte en question n'avait pas eu lieu, ou n'était pas de leur fait, hein, je sais pas, mais parce que même si l'IA utilisée pour fact-checker était pas fiable, ben, en l'occurrence, elle avait eu raison. Tu vois? Et c'est ça qui est dangereux, parce que si tu veux vraiment privilégier le fact-checking, la recherche de la vérité, etc., tu peux pas te contenter d'une IA qui peut être aussi biaisée que celle qui a créé l'image, et tu dois vérifier, et donc tu dois continuer à faire ton journalisme efficacement. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais fait cette démonstration-là. Alors on peut me dire, des partisans, mais en fait je m'en fous pas de la guerre en Israël. Hein. Je veux dire par là que dans ma démonstration, ça aurait pu être l'inverse. Ça ne changeait rien. Moi, ce que je voulais démontrer, c'est que le journaliste qui veut
mettre en garde sur les dangers des deepfakes doit être lui-même irréprochable. Sinon, il joue exactement le jeu qui critique. C'est ça. Enfin, selon moi. Mais c'est un énorme problème. Le nombre de journalistes aujourd'hui qui sont décrédibilisés du fait que dans leur expérience, dans leur CV, ils ont bossé pour la boîte qu'il fallait pas ou le journal qu'il fallait pas, tu vois. Ouais. Tu prends des gens comme Régis Le Sommier, des gens comme ça. Peut-être qu'ils peuvent maintenant justement se racheter entre guillemets une virginité en faisant preuve de beaucoup plus de rigueur. Et ça dépend que d'eux. Je pense que malheureusement ça dépend plus d'eux. À l'heure du tribunal médiatique, où le fait qu'on te sortira du moment que t'as fait, ou même t'as pu faire une vidéo ou une interview de quelqu'un, tu es catalogué directement comme ce quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça je comprends. Simplement, si lui respecte les principes de la charte de Munich, qui est quand même bien conçue, même si elle est ancienne et très sommaire. Mais les gens font pas attention à ça. Tu prends la guerre en Ukraine, tous les 100% des journalistes qui sont allés côté russe, aujourd'hui sont complètement blacklistés, et pourtant dans le lot, je parlais de Régis Le Sommier, mais t'as aussi par exemple, j'ai oublié son nom, la journaliste de TF1, qui avait couvert la chute de Mariupol côté russe. Elle est persona non grata dans l'écosystème. Aujourd'hui, on t'entend pas parler d'elle, alors que c'est la seule. Je crois que c'est Lisiane, j'ai oublié son nom. Mais on va pas. Je vais faire l'erreur dans le podcast. Je m'en excuse. Mais tu vois, ce qui est sûr, c'est que comme elle avait pris à l'époque comme fixeur le mec qui a créé Omerta, enfin qui finance Omerta et aujourd'hui qui est catalogué pro-russe. Si tu veux, ça lui a fermé énormément de portes. Mais juste sous prétexte que tu vas une fois alors c'est dommage parce que leur boulot c'est quand même de rendre la qualité de partout. Si elle fait bien son boulot et qu'elle reste neutre quand elle interviewe. Ah mais sinon son reportage il était nickel. Si tu veux, il y avait aucun. Tu le regardes aujourd'hui, tu te dis mais justement c'est un document pour l'histoire que personne n'aurait eu déjà le courage ou les moyens d'aller faire. Donc c'est là où tu as le tribunal médiatique qui va te cancel ou qui va te. Le tribunal médiatique peut aussi changer en fonction des époques, c'est-à-dire qu'à un moment. C'est possible aussi. Il sera peut-être il sera peut-être très difficile pour certains d'avoir soutenu l'Ukraine aveuglément ou d'avoir soutenu Israël aveuglément. Ça commence déjà pour Israël. Donc, à un moment, je crois que ce tribunal médiatique, il va changer en fonction des vérités, entre guillemets, que l'histoire va montrer, sans qu'il y ait besoin de fact-checker pour le faire. Ou c'est très politique aussi. Aujourd'hui, la vague est... tu parlais du conflit israélo-palestinien. Si tu oses dire quelque chose contre Israël, tu es directement taxé d'antisémite par un camp politique. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que pour l'instant, il y a tellement de choses qui remontent à la surface et tellement de morts que cette tendance-là, elle va changer et qu'à un moment, il va apparaître clairement que oui, c'est un crime contre l'humanité, vu la façon dont c'est fait. Est-ce que du coup, l'IA pourrait pas être la solution quelque part un peu comme aujourd'hui, c'est rentré dans le langage commun. C'est très con, mais c'est sur Internet, donc c'est vrai, ou c'est Google qui l'a dit, donc du coup c'est vrai. Est-ce que tu penses pas qu'on pourrait créer un jour un algorithme qui fait qu'il pourrait se contredire lui-même, qui pourrait... tu vois, techniquement, ça serait jouable de le faire. Qui va le programmer, cet algorithme? Parce qu'il sera de toute façon tributaire des biais qu'on met dedans, soit à la programmation, soit après quand il apprend. Sauf si on crée un prompt qui justement va l'inciter à se... Oui, mais pour moi, c'est tout ce que j'explique dans le bouquin, c'est que pour moi, c'est super dangereux. Et d'ailleurs, toutes les chartes qui sont créées et qui sont votées au niveau du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme et au niveau de l'ONU, etc. Alors l'ONU fait pas que des bonnes choses, mais cette charte-là n'est pas mal. Et disent toutes la même chose. Il faut, pour chaque décision de l'IA, un contrôle humain. Quand ça devient important. Et c'est d'ailleurs la raison et la base sur laquelle on écarte certains juristes en France et d'autres ailleurs qui veulent à tout prix accorder une personnalité juridique à l'IA. Parce que précisément, c'est beaucoup trop dangereux. Et il y a 2-3 avocats ou juristes qui vont dans ce sens-là, mais tous les autres qui leur tombent dessus en disant mais c'est précisément parce que l'IA parce qu'on ne peut pas admettre que l'IA évolue sans les moindres barrières et sans les moindres garde-fous qu'il faut pas lui laisser de personnalité juridique. Et leurs arguments à eux, qui promeuvent justement une personnalité juridique pour l'IA, alors pas forcément pour toutes les IA, mais par exemple une IA, je sais pas, qui pilote des voitures automatiques. Enfin, pour moi, c'est super dangereux. Ça existe, déjà. Ça existe, oui, mais je sais que ça existe. La question est de savoir s'il faut leur accorder une personnalité juridique ou pas. Ouais. C'est ça qui est dangereux. Oui. Eux disent, en gros, un des arguments, tu verras, je le détaille beaucoup aussi dans le chapitre 2, un des arguments, c'est de dire, si on veut que l'IA puisse apprendre efficacement, il faut pas que l'ingénieur qui est derrière, ou qui l'a programmé, soit responsable des apprentissages qu'elle fait. Et moi, je réponds, et je suis pas la seule, je suis à ce niveau-là dans l'opinion majoritaire, et donc nous on répond non, c'est précisément pour que ça ne se développe pas de manière déraisonnée et dangereuse qu'il faut
d'une part une supervision humaine et un contrôle humain sur les décisions importantes, ce que disent toutes les chartes qui sont en train de naître un peu partout, et en plus qu'il faut pas une personnalité juridique, parce qu'il faut que celui qui programme l'IA puisse mettre des garde-fous et soit tenu pour responsable s'il y a des abus qui sont liés à l'IA elle-même. Parce qu'on parle pas toujours d'images, des générations de contenu artistique. On parle de décisions médicales, on parle de décisions parfois d'arrestation de personnes. Et tu verras, voilà. Et je donne. Alors je parle pas de l'IA militaire parce que notamment elle est exclue du règlement IA et j'en parle pas beaucoup. J'évoque certains aspects, mais pas en détail. Mais même dans l'utilisation de l'IA dans la reconnaissance faciale pour des tâches de police, enfin de maintien de l'ordre, il y a déjà des abus énormes qui sont commis. Et ça, si on n'en tient pas compte maintenant et qu'on laisse la place à beaucoup trop de décisions, et c'est-à-dire pas de supervision humaine, ben après c'est quoi le truc suivant? Enfin, tu vois. T'avais vu, en parlant de l'IA médicale, t'avais vu l'étude qui a été publiée il y a quelques temps, et là les médias commencent à en parler, où on a pris un panel de patients avec différentes pathologies, on les a confrontés à des chirurgiens et d'autres praticiens, et des IA, sans leur expliquer que c'était de l'IA. Ouais. Alors déjà, en 5 minutes, elles avaient passé le test de Turing, c'est-à-dire qu'en gros... personne ne savait que c'était une IA, mais ils ont analysé le groupe, ils se sont rendus compte qu'en fait, là où les humains se trompaient, et ils ont même questionné, ils ont fait une sorte de sondage à la fin pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de l'aspect empathique du diagnostic que vous avez eu. Et en fait, les gens sans savoir disaient que l'IA se débrouillait mieux, était plus empathique que l'humain. Je serais médecin, je m'inquiéterais pour le coup. Alors pas pour mon travail, je m'inquiéterais pour ma capacité à être empathique. Mais tu sais que les formations en psychologie, on n'en donne pas en médecine. Enfin, c'est quand même dommage. Et puis on se retrouve à donner des cours d'empathie dans des grandes écoles ou à des gens qui ont un bac plus 5 ou 6 ou 7 et qui ont besoin d'un cours d'empathie. Et ça, on a parlé aussi du fait que le chirurgien, à la fin d'une journée, il en a aussi plein la tête, il peut se tromper, il doit dormir, il doit se nourrir, etc. Et puis il est pressé comme un citron pour en faire toujours plus, et ça on le sait. Mais pour autant, si c'était moi qui étais malade, je ne serais pas contre le fait qu'une IA donne son avis sur des statistiques et sur des éléments, mais je refuse de confier entièrement ma santé à une IA sans qu'un médecin, ou plus, prenne une décision, quoi. J'ai été confronté au truc pas plus tard qu'hier, je raconte mamie, mais ça sera intéressant sur ce truc-là, c'est que j'étais chez le dentiste et j'ai fait une radio. Et alors là, j'ai halluciné parce qu'en fait, la dentiste me dit, venez voir, elle monte son écran, elle monte la radio, et en fait, elle me dit, on utilise une IA maintenant pour détecter les caries. Ouais. Et là, il y a 60% de chance qu'il y ait une petite carie à tel endroit, 30% ici, à mon avis, non, 30% en général, en tout 50%, ce logiciel, il se trompe. Et tu vois, en 2 minutes, elle m'a fait un diagnostic avec une IA sur une radio, et elle me dit, c'est bizarre parce que là, il me dit quand même, il y a 80%, mais je l'ai pas vu. Tout à l'heure, quand je vous ai ausculté. Et alors quoi? Tu rouvres la bouche, elle te dit, finalement, je la vois, allez, je vous soigne. Et du coup, on a repris rendez-vous. Parce que à ce moment-là, je devais repartir. Mais tu vois ce que l'intérêt exactement, c'est de faire un rendez-vous de plus ou c'est de soigner une carie pour le coup? Je sais pas. Mais en fait, tu vois, sans aller jusqu'à l'interprétation, je trouvais ça intéressant sur le côté utilisation de l'IA parce que tu sens que la nana n'était pas complètement, comprenait que c'était pas complètement fiable. Ouais. Mais ça l'utilise aussi, c'est pour une raison, c'est que tu gagnes du temps et que tu peux aussi trouver potentiellement des choses que tu n'aurais pas vues. Une dentiste qui est pas capable à une radio de détecter une carie, je suis désolée. Enfin, j'ai rien contre ta dentiste. Ouais. Mais je veux dire par là que c'est quand même la base. Alors qu'elle te détecte pas une maladie super rare qu'on ne voit que, je sais pas, il y a des maladies où il y a des indices dans les yeux, pour les enfants notamment, je sais plus comment elle s'appelle cette maladie, où on les voit parfois parce qu'avec, justement, quand ils sont photographiés au flash, il y a une réaction particulière qu'on ne voit que comme ça. Et que l'IA puisse le détecter alors que le humain ne le voit pas, génial. Mais une carie chez un dentiste, je suis désolée, elle fait ça depuis toujours, quoi. Elle n'a pas besoin d'une IA pour lui dire, tiens, là, moi, là, par contre, ça m'inquiète comme utilisation, parce que ça veut dire qu'on va avoir des médecins qui sont, non, mais après, j'ai rien contre elle, mais je veux dire, il y a des médecins qui doivent aussi arrêter de déléguer, quoi. Parce qu'à un moment, on va plus s'en sortir. Intéressant. Justement, ça me fait amener sur une des dernières questions que je vais te poser aujourd'hui. Puis je renverrai les gens vers la lecture de ton bouquin pour en savoir plus. Tu disais le journaliste est là encore pour vérifier les sources, l'humain, etc. Toi, quand t'écris ce livre et quand tu en parles aussi avec les gens, sur le point de vue photographe, est-ce que tu es optimiste encore pour notre profession? Toi aussi qui es photographe, qui fait partie du collectif DR, qui produit des images et qui va aussi sur le terrain régulièrement pour faire des images, pour faire des vraies photos, des photos made in human. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Tu penses que Alors, je dirais que on est pour tous les condamné? photographes qui travaillent déjà avec les familles, etc., ça va juste leur faciliter la vie. Tu vas pas créer une photo de mariage avec une IA, avec des clients qui existent vraiment. Donc, pour eux, c'est pas le plus inquiétant. Enfin, c'est pas pour eux que c'est le plus inquiétant, pardon, si je dis ça dans l'ordre. Après, pour les photographes qui font des photos plus artistiques, et qui couvrent pas, comme je le fais moi, des événements sportifs avec des vrais sportifs que je dois photographier ou des vrais concerts, pareil, là, je suis pas tellement, je crois, en danger pour ces photos-là, même si c'est pas ça qui remplit mon frigo, comme tu le sais. Mais pour ceux qui font de la photo artistique, des paysages, des choses comme ça, il n'est pas impossible que ça devienne un danger si les acheteurs ou si les utilisateurs, les diffuseurs qui vont acheter des images préfèrent faire des économies. Et là, oui. Alors, par contre, il y a peut-être un effet de mode, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est tout nouveau. Tout chaud, c'est formidable. Les annonceurs, on va prendre l'exemple d'un annonceur qui veut faire de la com sur, je sais pas, son agence de voyage. Alors déjà, il y a un aspect aussi éthique publicitaire, c'est-à-dire qu'une agence de voyage qui vend des voyages et qui est pas capable de fournir des vraies photos, déjà, commercialement, c'est pas très malin, mais juridiquement, j'en parle dans le bouquin, c'est pas malin du tout parce que publicité exactement, exactement. Donc là, il y a quand même des incidences juridiques et c'est ça que je dis aussi dans le livre. Après, je crois qu'à un moment, ça va retomber, et si ça retombe pas naturellement, ça retombera parce que des modèles économiques vont changer. C'est-à-dire que si on écoute tu sais, dans la phase amont dont je te parlais, pour éviter que les œuvres préexistantes soient données à manger par milliards aux IA, il y a plusieurs solutions qui sont évoquées, notamment, tu verras, je cite une table ronde qui avait eu lieu où la représentante de la DAGP, si je me rappelle bien, avait formulé quelques propositions très intéressantes que je relaye en la citant, bien sûr, dans le livre. Et une des propositions consistait à créer ce qu'elle appelle un domaine public payant. C'est-à-dire que même si on ne reconnaît pas de droit d'auteur sur les contenus générés par l'IA, malgré ça, le seul fait d'en utiliser, donc par exemple pour l'agence de voyage dans mon exemple, ou n'importe quel annonceur, entraînerait la nécessité de payer une redevance, même minime, qui va grossir les caisses des sociétés de gestion des droits collectifs, ADAGP, SAIF, etc., et revenir aux auteurs en amont. De ce fait-là, ça rendra l'utilisation de l'IA moins attrayante pour les annonceurs, de telle sorte que, tant qu'à faire, pour éliminer le risque en plus d'avoir une œuvre qui est contrefaite sans le savoir, eh bien ce sera de nouveau plus intéressant de faire appel à un vrai photographe plutôt qu'à une IA. Moi non. Enfin, moi non. Je veux dire, le système est bien, s'il est bien tourné, il peut marcher. Est-ce que, là, je me refais l'avocat du diable aussi, je me venge de ma dentiste. Est-ce que justement, le coût des sociétés type, ADAGP, SAIF, SACEM et tout, est-ce que c'est pas juste encore un moyen, comme ils ont fait avec Google et Facebook, de dire, bon, on peut rien faire, mais s'il vous plaît, donnez de l'argent quand même, parce que nous, on en a besoin, et comme ça, vous rachetez un peu une virginité en disant, bah, vous l'avez lâché 3 millions, et nous, on le redispatche aux photographes qui font partie, qui ont payé, oui, même si c'est pas cher. Mais qui... Les 15 € à vie, ça c'est juste de l'administratif. Oui, mais par principe. C'est-à-dire que tu adhères un peu comme un syndicat politique. Tu vois, oui, c'est un peu comme si tu en disais... C'est une des conclusions que j'arrive dans mon livre, ouais. C'est que c'est le moment où jamais... C'est très corporatiste, quoi. Tu vois, et très... Oui, mais enfin, je trouve que pour l'instant, c'est presque la meilleure protection qu'on peut envisager contre ces IA à ce niveau-là. C'est pas vraiment une protection, c'est juste une sorte de parasitage d'opportunité, quoi. C'est de l'opportunisme, quelque part. De dire, c'est comme quand ils vont voir, c'est bien pour les gens qui récupèrent leur chèque à fin d'année. Et j'en fais partie avec la SAIF, mais c'est pas énorme, tu vois, pour toucher 100 balles par an. Mais c'est juste parce qu'ils ont dit, ok, on va aller voir Facebook, on leur a gratté 3 millions. Je dis 3 millions, mais c'est de cet ordre-là de millions. Et derrière, eux, 3 millions, pour eux, c'est rien. Mais du coup, ils ont des gens emmerdants qui arrêtent de les embêter au Parlement européen. Eux, ils gagnent des 3 millions qui permettent de payer des salariés, qui permettent aussi de... Je suis d'accord, c'est pas la solution parfaite. Ouais. Mais quelle autre solution tu peux avoir pour rémunérer les auteurs des œuvres préexistantes? C'est ça le problème. C'est qu'il n'y en a pas 36, en fait. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que ça se pose la question. Mais après, c'est ce que tu as tenté un peu. T'en parles un peu si on t'en parle de Adobe, on en parlait un peu. Ouais. Sur la question et j'en parlais dans un podcast, je sais pas si tu l'avais écouté avec Pauline, qui fait partie des ambassadrices aussi d'Adobe et qui en parlait sur le fait que Adobe commence à rétribuer les photographes sur Adobe pour payer justement l'utilisation des images pour les ingurgiter. Dans Firefly, il y a énormément d'images qui sont elles-mêmes du contenu synthétique, c'est-à-dire d'autres créations d'IA venant d'autres IA. Oui. Donc en fait, tu n'auras jamais la certitude. Et une des choses que j'ai apprises en discutant avec cet ingénieur dont je parlais, c'est que techniquement, quand tu as le règlement IA européen qui instaure des très belles obligations de transparence, c'est bien. Non, mais c'est pas que tu vérifies jamais, c'est que c'est juste impossible. Ouais, c'est-à-dire que soit tu mets un mec
derrière 5 milliards d'images ou 9 milliards d'images pour vérifier si celle-là existe ou pas, ben, on n'y pense même pas. Soit t'as des, on va dire, des obligations à tiroir où tu dis, bah, s'il est impossible de vérifier, alors l'IA doit faire un résumé lisible. Mais un résumé lisible de 9 milliards d'images. Je veux dire, enfin, déjà, techniquement, c'est pas possible. Et puis, en plus. Ça, tu utilises une IA pour le faire. Tu utilises la puissance de calcul d'une IA pour vérifier. Et même pas, c'est qu'en plus, ça ne résout toujours pas le problème du fait qu'il y a d'autres contenus synthétiques qui viennent enrichir la base d'images. Et donc, c'est exponentiel, en fait. Sauf si tu utilises une IA qui, elle, pour le coup, tu donnes le droit de scraper tout Internet dans le but de vérifier si ça n'a pas été utilisé pour nourrir une autre IA. Ben, peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas vu passer de système qui me convainc vraiment. Faut proposer ça. Ben, ouais, vas-y. Les gens déposent le brevet. Le truc, c'est que cet ingénieur m'expliquait aussi qu'en réalité, les IA génératives qui sont à disposition du public, c'est pas ça qui est rentable pour les sociétés qui exploitent les IA. Elles font des recherches, et ce truc, ça permet juste de s'autofinancer. Oui, ça finance les recherches. Et même pas, en fait, ça finance les aspects administratifs, voilà. Mais en réalité, les vraies recherches que ces sociétés-là font, c'est parfois beaucoup plus dangereux. C'est justement en matière de de reconnaissance faciale, ou en matière militaire. Tu as vu l'histoire de Lavender, là, justement, cette IA avec laquelle on a calculé le risque que des innocents se trouvent dans le bâtiment qu'on voulait bombarder pour aller chercher un chef du Hamas. Alors c'est présenté de manière inhumaine, je crois que c'est volontairement présenté de manière inhumaine, et il est clair, quelqu'un me disait aussi, il est clair que si tu prends une décision identique dans un PC un poste de commande militaire sans IA, ce sera tout aussi inhumain. Mais la seule chose, c'est que là on dit, on va donner à une machine le choix de décider combien d'innocents on peut, entre guillemets, éthiquement ou légitimement risquer de tuer pour trouver potentiellement un responsable. Ben non. Ouais. C'est même pas tant ça au final le vrai problème, parce que ça c'est utilisé depuis toujours, le côté probabilité, les guignols de l'info se moquaient tu sais, avec le personnage de Stallone là, tu sais, qui disait tout le temps pardon famille tout ça, tu sais dans ma famille d'abord, dans guignol de l'info c'est toujours lui qui disait on fait une frappe chirurgicale, c'était en plein en plus guerre du Golfe. Je me rappelle plus de cela, donc tu vois. Mais tu vois, tu prends par exemple Obama par exemple qui a été prix Nobel de la paix, mais qui a été celui qui a ordonné le plus de frappes de drones dans des villages, dans des villes, et qui a tué le plus de civils, in fine, mathématiquement parlant, ça pose peut-être problème. Mais tu vois, ça c'est une question politique. Mais sans aller jusque-là, et puis là ça sera du spoiler pour DZ et tout ce qu'on a fait on a fait beaucoup d'articles sur l'IA militaire, et notamment la capacité aujourd'hui, et c'est ce qui pose énormément de problèmes éthiques, c'est de basculer dans un système où tu as une guerre qui ne sera plus faite que par les hommes, et qui sera automatisé, qui sera délégué à des robots. Parce qu'en fait, l'IA, c'est le processeur pour le robot. Il y a eu déjà ce tir d'un drone. C'est quand même des hommes qui seront tués en amont, en aval plutôt. C'est ça. Et le problème, c'est que l'agresseur reste une IA, et alors après, il y a la question effectivement juridique, que tu places effectivement au centre de tout. Mais après, il y a la question aussi tu tapes, tu connais Palantir. Tu prends l'IA qu'ils ont développé, l'IA militaire, qui s'appelle Goliath, où en accès libre sur YouTube, t'as des tutos. Enfin, des tutos. En tout cas, ils te montrent comment ça fonctionne. C'est un chat GPT d'état-major. Tu lui donnes une image satellite avec une position ennemie, et lui, il va te définir avec toute l'info qu'il a, quel est le plan d'attaque, quel est le plan de bataille, effectivement, le nombre de civils que, effectivement, tu pourrais tuer sur le passage. Et là, effectivement, tu rentres dans une ère de la digitalisation du champ de bataille, mais c'est ça le problème, c'est que tu digitalises le champ de bataille, tu as des armes qui ne sont plus peut-être des soldats, mais c'est quand même des humains et des gamins qui sont tués derrière. Exactement. Et là, je suis désolé, on avait déjà des guerres depuis des siècles qui étaient mises en place par des grandes puissances qui font de l'argent en vendant des armes des deux côtés, en tuant des gens qui leur ont strictement rien fait, et maintenant ils vont en plus se mettre à vendre des robots qui vont aller tuer les mêmes gens qui n'ont toujours rien fait, mais sans perte humaine. Enfin, côté soldat. À un moment, faut arrêter, quoi. C'est juste pas possible. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est ce que je dis tout du long du bouquin, c'est un outil extraordinaire, l'IA, mais ce qui me fait peur, c'est la façon dont on l'utilise et qui l'utilise. Parce que la reconnaissance faciale, ça pourrait servir à des choses intéressantes, mais pour nous surveiller, t'as pas vu justement le documentaire fait par Amnesty là il y a quelque temps, qui était très bien fait, que j'ai publié d'ailleurs sur ma page Facebook. Et aussi tout le combat de la quadrature du net, qui est une association. Je suis pas toujours d'accord avec eux sur certains combats, mais sur tout ce qui est reconnaissance faciale, ils font un travail incroyable. Je le cite beaucoup d'ailleurs dans le chapitre 8.
Mais c'est important et les gens doivent se rendre compte parce que tout le temps qu'ils vont passer à devenir les meilleurs prompteurs pour faire des super images, c'est du temps où ils vont pas s'inquiéter de ce qui est réellement fait. Je parle des villes de 15 minutes. Si tu connais les villes de 15 minutes? Non. Si, bien sûr. Voilà, ce qui se fait beaucoup en Arabie Saoudite et au... Voilà, il y a eu des essais à Oxford, il y a eu des essais à différents endroits. Oui, à chaque fois, c'est des cabinets d'architectes anglais qui sont mandatés. The Line, c'est un cabinet anglais, par exemple. Mais il faut voir ce que ça représente. Et ce fameux rapport dont je te parlais d'une société qui est les canadienne, si je me rappelle bien, qui préconise les 8 vêtements par an, par personne, et puis après 3, 0 voyage en avion, 0 voiture, etc. Tout ça, c'est tellement bien millimétré pour, en bout de course, nous enfermer dans un petit ghetto. Et tu as aussi des députés européens, ou par exemple un candidat à la mairie de Londres, dont j'ai oublié le nom, il a aussi un nom indien, mais c'est pas Rishi Sunak forcément, parce que lui était plutôt pour, mais qui donne une interview, et je le cite dans le bouquin, en disant, mais c'est juste un crédit social à la chinoise qu'on veut nous implanter ici, mais les gens ils sont tellement occupés avec les bienfaits de la vidéo générative, de l'image générative, qu'ils en oublient que l'IA peut aussi servir à des choses qui sont beaucoup moins sympas, quoi. Et encore une fois, les biais idéologiques et même politiques. Tu prends les gens qui vont voter écolo et qui vont écouter Jean-Marc Jancovici en mode parole d'évangile. C'est lui aussi qui préconise d'avoir un pass, il en parle pas comme ça, mais un pass de voyage où tu pourrais pas prendre l'avion plus de 3 fois par an, et on retombe sur la surveillance de masse. Exactement. Et c'est clair que c'est ça ne peut pas se faire sans l'IA. Et c'est pour ça que l'IA est potentiellement très dangereuse si les gens ne comprennent pas que ce n'est pas uniquement un outil pour jouer, pour faire des images telles qu'on les souhaite comme ça à l'instantané. Et du coup, maintenant qu'on a dit ça et qu'on a froissé et les pro-Hamas, les anti-Hamas, les écologistes, les dentistes, et à peu près toutes les couches de la population. Donc on peut dire clairement qu'on n'est pas d'un côté ou de l'autre, parce que toi aussi tu as la casquette aussi de photojournaliste au sein du collectif DR, qui est une casquette importante aussi, en plus de ta casquette d'autrice, d'avocate et de photographe. C'est important de comprendre qu'il faut, là on a digressé je pense en parlant de plein de choses hors photo, mais qui déjà montre que c'est un sujet passionnant, qu'en plus l'IA c'est un problème qui dépasse largement la photo, et qui, moi il y a un truc qui me gonfle depuis le début de l'apparence, de la démocratisation de l'IA, parce que ça existe depuis bien longtemps, c'est à chaque fois de voir des photographes qui disent ça me fait peur, parce qu'ils ont vu une retouche sur Firefly ou une photo générée sur Midjourney. Et c'est pour ça que moi je me suis vachement intéressé à Palantir, à tous ces trucs, pour dire attends, ça te fait peur? Va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine médical, dans le domaine militaire, dans le domaine de la encore plus peur s'il reste à ce stade. Mais en même temps, je pense que du coup, on a besoin d'avoir peur des vraies choses. Mais surtout aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai évoqué tous ces sujets-là dans le bouquin. Et c'est pour ça que ton bouquin est intéressant et important aussi, parce que du coup, ça permet de montrer que t'as. Mais j'ai été progressivement parce que le chapitre qui est pour moi on va dire sociologiquement et en matière sociologiquement, le plus important, c'est le chapitre 8. Même si c'est pas celui qui va toucher le plus les photographes. Mais mon bouquin, il s'adresse pas que aux photographes. Il s'adresse à tous les juristes qui travaillent là-dessus. Il s'adresse à tous les créateurs d'images. On parle de deepfake. Je parle beaucoup de deepfake dans le chapitre sur j'ai pas encore énuméré tous les chapitres, mais dans le chapitre sur le droit à l'image, je parle beaucoup de deepfake, de toutes les bases légales qu'on a en France et ailleurs pour s'attaquer aux deepfakes qui sont éventuellement préjudiciables pour les gens. Il y a beaucoup de choses. Donc ça s'adresse potentiellement à tout le monde. Mais l'idée, c'est que chacun puisse réfléchir en disant, ok, c'est formidable, c'est très drôle de faire un deepfake, ok. Enfin, je n'ai pas encore amusé à le faire, mais potentiellement c'est très drôle, et ceux qui l'ont déjà essayé, ok. Mais c'est aussi potentiellement une arme pour détruire quelqu'un. Si c'est des deepfakes pornographiques, par exemple, c'est aussi une aide. Il y a des gens qui utilisent l'IA pour créer des images pédopornographiques. Et non seulement les images en tant que telles sont réprimées exactement de la même manière que les vraies images, mais c'est un policier britannique qui explique, et je le cite à un moment via un article, que le vrai problème de ces images créées par l'IA pédopornographique, c'est qu'il faut des équipes qui passent plus de temps à déterminer ce qui est vrai et ce qui est pas vrai que sur le terrain à protéger les enfants qui en ont vraiment besoin. Et en fait, on en arrive à un truc où, d'un côté, ceux qui utilisent l'IA disent « Oui, mais au moins, pendant ce temps-là, je fais pas de mal aux enfants. » D'abord, c'est faux, parce que ça crée une sorte d'escalade dans laquelle ils vont vouloir aller toujours plus loin jusqu'à s'attaquer vraiment à des enfants. Mais en plus, ils empêchent les policiers, qui sont déjà pas suffisamment nombreux, de chercher les vrais criminels et de libérer et de sauver, si possible, les vrais enfants, parce que tout le temps est passé à déterminer si oui ou non ce truc est une image d'IA. Et donc, en fait, ça ne fait qu'aggraver le problème, pour le coup.
C'est là. De toute façon, on n'aura pas eu le temps de parler de tout le bouquin. Ne serait-ce que la table de matière qui fait 12 pages. Ouais. Là, tu m'as tué, là. D'accord, il n'y a pas tous les niveaux de titre. Je vais jusqu'au 5e niveau de titre et ça va sur 7 en fait, en réalité. Là, tu m'as tué. Quand tu m'as dit ça, il y a quelques mois, que tu es en train de bosser dessus, tu m'as dit, bon, la table des matières fait déjà 12 pages. Ah non, alors, pour l'instant, il en fait 11 en fait. J'ai réduit le nombre de niveaux de titres parce que sinon... Merci. Mais non, parce qu'en même temps, je veux quand même, que chacun puisse voir que ça peut le concerner, pour le coup. Que c'est pas uniquement pour les photographes et je vois d'ailleurs que l'accueil chez mes confrères et les juristes qui sont pas avocats mais qui sont juristes et qui travaillent là-dessus est très intéressant aussi parce que quand je leur montre, ah mais oui, table intéressante, je vais me procurer ça, et pas uniquement pour le plaisir de savoir qu'ils vont me lire et qu'ils vont m'acheter, mais aussi parce que chacun a son prisme. Et il y en a qui, par exemple, j'ai un de mes confrères avec qui je m'entends très bien, avec qui je discute beaucoup sur LinkedIn et qui lui est plutôt orienté données personnelles, protection des données personnelles, etc. Et donc toute la partie, à la fois le chapitre 8, mais aussi le chapitre sur le droit à l'image, où je parle de certaines affaires, l'intéressera sans doute plus, même s'il fait aussi du droit d'auteur. Et chacun y trouvera son prisme d'attaque. Et puis j'espère découvrira les autres en lisant tout, s'ils se contentent pas d'un chapitre, en fait. Ouais, carrément. Écoute, merci pour cet échange. Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager sur l'usage de l'IA pour les photographes, si tu devais résumer en une petite phrase, on va dire. Alors, c'est un conseil que je donne dedans, c'est apprenez à vous en servir pour ne pas être dépassé techniquement. C'est ce que tu disais toi dans ton podcast sur le journalisme, sur l'IA et le journalisme, et là je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais par contre, soyez très prudent sur la façon dont vous vous en servez pour répondre à des commandes. Parce qu'il y a trop d'impact de droit d'auteur, essentiellement de droit à l'image un petit peu, d'éthique publicitaire et tout ça, qui pour moi sont pas encore assez bien abordés. Et oui, c'est un outil formidable, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs parce que c'est un droit qui est en construction. Il y a très peu de réponses précises en fait dans le bouquin. Je pose beaucoup de questions, j'énumère beaucoup de pistes de réflexion, mais du fait que le droit se construit partout dans le monde et qu'il va pas forcément se construire dans le même sens partout dans le monde, et que pourtant c'est un problème qui est international puisque les IA seront utilisées partout, les photos voyagent partout, et voilà. Donc pour moi, c'est au niveau professionnel, soit vous expliquez à un client clairement qui vous a demandé une image que vous allez la faire avec l'IA et vous le mettez dans le contrat et vous lui faites prendre conscience des risques potentiels, mais dans ce cas-là, il risque de s'en aller voir quelqu'un d'autre. Soit pour les images à livrer à un client, vous vous contentez d'un mode de création plus classique, ce qui n'empêche pas d'apprendre à s'en servir, mais de voir comment ça évolue au fil du temps et de voir quelles sont les précautions que vous allez devoir prendre. Je donne aussi des modèles de clauses à mettre dans les contrats, par exemple. Franchement, j'ai essayé de rester super pratique, même si je donne beaucoup d'explications théoriques, mais pour expliquer aux gens que oui, c'est un outil en construction et un droit en construction. Donc s'ils estiment que c'est un outil qui va leur permettre de répondre à plein de commandes super vite, à leur risque et péril. Mais le jour où il y aura un problème, c'est pas sûr que ça tourne comme ils veulent. Et puis ils vont peut-être perdre le client parce que le client, lui, il leur a donné une image à faire classiquement, il leur a pas accepté ou compris qu'il voulait se servir uniquement de l'IA pour faire une image. D'ailleurs, est-ce que tu penses que le droit de l'IA va être un peu comme ChatGPT qui a été la plus rapide adoption d'un logiciel depuis toujours? Est-ce que tu penses que le droit de l'IA va se construire plus vite que les autres droits? Il n'aura pas le choix, il va se construire plus vite, mais pas forcément mieux. Si tu regardes par exemple bêtement le règlement IA au niveau européen, tout le monde n'est déjà pas d'accord sur la façon dont il se construit. Et il y a beaucoup d'auteurs de doctrine, dont je fais partie pour ça, qui disent que c'est pas parce qu'un règlement est construit très vite qu'il règle tous les problèmes et qu'il est bien fait, de un. Et on voit aussi un autre exemple avec une proposition de loi qui pour l'instant n'est pas passée, et tant mieux au niveau français, sur les questions de droit d'auteur. C'est une proposition qui tient en 4 articles. Déjà, il a fallu les réorganiser pour qu'ils apparaissent dans un sens logique. Tu le verras dans le chapitre 2. Et en plus, je suis pas la seule à dire que ce truc n'a ni queue ni tête. Et j'ai des auteurs réputés, des professeurs d'université qui disent ça c'est le genre exact de proposition de loi qui a été faite sous la pression légitime des auteurs qui veulent qu'on les protège, et c'est très bien. Mais faire ça ou rien, il valait mieux rien faire. Et ce truc doit tomber tout de suite dans les oubliettes parce que ça ne règle rien. Et au contraire, ça apporte d'autres problèmes. Donc c'est des choses qui doivent se construire. C'est-à-dire que on peut pas régler un truc vite sous prétexte que l'IA va vite. Et l'IA ira de toute façon toujours beaucoup plus vite que le législateur, quel que soit le pays. Donc, il y aura une lourdeur administrative et judiciaire et tout qui fera que... judiciaire, et puis oui, législative, et puis idéologique, politique. Tu vois que même pour négocier le règlement IA au niveau européen,
T'as des députés européens qui expliquent qu'ils ont reçu des centaines de mails de lobbyistes qui voulaient organiser des dizaines de réunions où ils disaient juste, mais c'est juste pas possible, faut arrêter. Il n'y a pas d'IA lobbyiste encore? Ils n'ont pas créé un chat GPT des lobbyistes? Mais je veux dire, en termes de pression, et alors à un moment, on a vu, de mémoire, c'était en tout cas la France et l'Allemagne, je crois que le troisième c'était l'Italie, reculer sur les questions de droit d'auteur, donc au détriment des auteurs, ce qui a beaucoup alerté, et à juste titre, l'UPP et les associations d'auteurs en France, et elles avaient raison, parce qu'ils faisaient marche arrière en disant oui, mais il ne faut pas freiner le progrès technologique. Mais oui, mais ça c'est des jeux de lobby, précisément. Et il y a beaucoup de points dans le bouquin où j'évoque des lois qui sont, parce que en fait je parle du droit français, mais pas que. J'examine le droit européen, beaucoup le droit américain aussi. Le droit chinois, enfin j'ai examiné plein de droits en anglais, tu verras, il y a des comparaisons avec plein de droits étrangers, et en fait les choses évoluent plus ou moins dans le même sens partout pour l'instant, mais en fonction de la pression et de l'importance des lobbies, où je dis à un moment d'ailleurs que c'est pas pour rien que le règlement IA il est très important, parce qu'il est au niveau européen, pas parce qu'il est forcément parfaitement bien conçu. Je trouve qu'il est bien conçu dans l'absolu, mais il règle pas tout, loin de là. Mais il est important pour les fournisseurs d'IA, les big tech, parce que ça concentre l'endroit où il faut envoyer les lobbies. Si chaque pays européen, ne fût-ce que dans l'Union européenne, si chaque pays de l'Union européenne avait uniquement le niveau national pour prendre ses lois, il faudrait envoyer des lobbies partout dans les, je sais plus combien on est, 27 États membres. Ce qui n'est pas possible. Eux, c'est une aubaine pour eux que ça se règle au niveau européen. Parce qu'ils peuvent envoyer tous leurs lobbyistes au même endroit, matraquer les législateurs européens pour avoir finalement des décisions qui leur sont plus favorables. Non, mais rassure-toi, les hommes politiques à Bruxelles sont incorruptibles. Oui, bah oui, on l'a vu, oui, récemment. Ils préfèrent les valises de fric. Voilà. Mais ils ne savent pas qu'elles étaient là. Bref, je pense qu'on a ouvert plein de portes. On enverra les gens se renseigner un peu sur ce que c'est le lobbying, ça pourrait être intéressant. Oui. Et peut-être qu'on en parlera dans un autre podcast. Si un jour tu nous fais un livre sur le lobbying et la photo. Et ben merci pour tout ça et puis bonne chance à ton livre. Merci de m'avoir reçu pour en parler et puis j'espère qu'on a donné envie aux gens de le lire. Je pense. Merci beaucoup Joël, à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.